Oui, bonjour, moi c'est Alexis. On commence ce nouveau podcast du Bolchevique, aujourd'hui 12 mars. Donc on va commencer par une petite interview d'un cheminot suite à la grève victorieuse sur le RERC au Technicentre des Ardoines. On a eu la chance de pouvoir inviter un cheminot qui a pris part à cette grève, Emmanuel. Et donc on a eu un article dans le dernier Bolchevique qui relate un petit peu cette grève. Il nous semble que c'est une victoire, qui est peut-être modeste, mais qui est réelle après une longue série de défaites. Enfin, le cadre général, c'est en réalité, de notre point de vue, un affaiblissement du mouvement ouvrier qui se produit d'année en année, de défaite en défaite, notamment depuis les retraites de 2023. Voilà, donc ça c'est un peu le contexte. Là, on est à la veille des élections municipales. Il va y avoir une nouvelle progression du RN. L'extrême gauche est isolée. Sa stratégie est limitée soit à des appels sempiternels à aller à l'offensive, ou que la meilleure défensive c'est l'offensive. Contrairement à tout ce que les manuels de stratégie militaire expliquent dans les cours de sous-officiers probablement, et ce genre de choses. Soit d'un autre côté, une autre partie de l'extrême gauche, on peut penser notamment à la lutte ouvrière, prêche simplement les vertus du communisme, et en attendant, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que de suivre les appels aux journées d'action. Là, à l'international, évidemment, on est en pleine guerre contre l'Iran. Les impérialistes européens, dont Macron, sont évidemment là pour essayer de proposer leur service à Trump, pour essayer d'écraser l'Iran néocolonial. Évidemment, nous, on est du côté de l'Iran, là, et on cherche à mobiliser la classe ouvrière pour défendre l'Iran contre cette attaque impérialiste. Voilà, donc ça c'est un petit peu le contexte, et il est sombre au niveau international, il est sombre au niveau de la lutte de classe. Et voilà, et dans ce contexte, il y a eu une petite victoire de la grève des cheminots, donc c'est peut-être important qu'on s'attache un petit peu à ça, qu'on en tire les leçons, qu'on voit comment ça s'inscrit ou ça ne s'inscrit pas dans ce cadre général. Voilà, donc peut-être on peut commencer à en parler avec Emmanuel. Comment est-ce que tu vois les choses dans ce cadre-là? Ouais, dans ce cadre, c'est vrai que la grève là, qui est relatée dans le dernier numéro du Bolchevique, qui s'est passé sur mon lieu de travail au Technicien des Ardoines, c'est important parce que c'est dans un contexte général où la classe ouvrière est sur la défensive, où on a connu pas mal de défaites ces derniers temps, avec je pense la plus grosse défaite qui est encore dans les mémoires, c'est la grève de 2023, la grève sur les retraites. Le fait qu'il y a eu cette lutte sur mon lieu de travail, et qu'il y a eu une victoire partielle, mais malgré tout une victoire, c'est important, et je pense qu'il y a des leçons à tirer dessus. Donc moi, ça fait 15 ans que je suis à la SNCF, et j'ai connu surtout des défaites depuis ces 15 dernières années. Et donc notamment, il y a aussi une dégradation des conditions de travail. En 2010, quand je suis rentré à la SNCF, j'étais au statut, et on était encore dans le cadre c'est un service public, et une fois qu'on rentrait à la SNCF, ça n'allait pas être mis en cause. Mais dû aux défaites qu'il y a eu en 2014, 2018, 2023, en fait, ça a eu des conséquences assez terribles au niveau déjà du statut. Le statut cheminot n'est plus en cours depuis 2020. Et puis des conditions de travail avec la privatisation et la division en plusieurs entités de la SNCF. Donc, pourquoi, juste pour revenir sur la grève en fait, qui est relatée
dans le journal, la grève a eu lieu en fait après la mise en application de la direction du travail de nuit le dimanche. Alors historiquement en fait sur le lieu de travail où je travaille en fait on ne travaille pas le dimanche de nuit. Et donc la direction a cherché à mettre ça en place depuis quelques mois et passer ça en force sur les cheminots. Donc face à ça, il y a eu une colère qui s'est installée. Et là, c'est ça un peu la base en fait du mouvement. Après, on peut revenir un peu plus en détail, mais il y a eu un rejet de cette énième réorganisation qui fait suite à des défaites et des défaites consécutives. Oui, moi, je suis d'une génération un peu plus ancienne que toi, manifestement. Pour moi, depuis au début des années 80, l'avant-garde du mouvement ouvrier en France, enfin les secteurs qui ont mené les batailles de classe les plus importantes, c'était l'automobile au début des années 80, au début des années du Front populaire de Mitterrand. Mais à partir de la grande grève des cheminots de décembre 86, en fait, c'était dans une bonne partie de mon expérience militante en France, ça a été les cheminots qui ont été à l'avant-garde, qui ont mené des grandes grèves, qui ont parfois gagné, notamment en décembre 86 et en décembre 95. Les cheminots étaient à l'avant-garde du mouvement ouvrier dans ce pays, quoi. Et ce que tu décris un petit peu là, c'est qu'en fait, c'est plus tellement le cas, quoi. Et je sais qu'il y a des groupes qui parlent encore de la grève de 2019 comme d'une victoire, parce que temporairement, Macron avait retiré son projet des retraites afin d'obtenir l'unité nationale pour imposer les confinements du Covid. Mais en réalité, il me semble, la grève de 2019, ce qu'il y avait derrière, c'était, tu l'as mentionné, quoi, c'était la destruction du statut, en fait, qui est passé comme une lettre à la poste, et maintenant on voit les conséquences avec les attaques que vous subissez. Oui, c'est ça. C'est vrai que, moi je remonterais peut-être même à 95, les cheminots étaient à l'avant-garde du mouvement. C'est un secteur qui était particulièrement craint par la bourgeoisie, sachant que si les cheminots se mettaient en mouvement et bloquaient le pays, ça entraînait les autres secteurs. Ouais. Et ça, c'est un truc très conscient qu'avait la bourgeoisie française, de casser ça. Et donc elle a fait, notamment avec la loi de Sarkozy, avec le fait que on doit se déclarer 48 heures à l'avance pour faire grève. Donc ça a été mis en application, et en fait, donc il y a eu bien sûr des grosses luttes contre ça. Donc il y a eu grève en 2007, 2010, etc. Mais en fait, la réalité, c'est cette avant-garde un peu de la classe ouvrière, c'est quand même une puissance sociale énorme. À chaque défaite qu'il y a eu, les grosses défaites qu'il y a eu, en fait, il y a eu un recul aussi de capacité en fait de se défendre en fait chez les cheminots, notamment dû au fait des défaites et qui est dû aux directions syndicales notamment. La CGT est très affaiblie, elle continue à se diviser, etc. Au fur et à mesure que la SNCF est divisée en SNCF Réseau Voyageurs, etc. Et en fait, dans quelle mesure est-ce que la CGT représente une force qui s'est opposée à tout ça, quoi, ou comment ça s'est passé dans votre grève alors? C'est vrai que donc sur un point général, au niveau des syndicats, si on regarde la situation des syndicats à SNCF, c'est assez catastrophique dans les faits. C'est à chaque défaite qu'on a mentionnée, en fait, le syndicat s'est affaibli, que ce soit au niveau de sa capacité même à mobiliser. On a pu voir sur les dernières grèves nationales qui ont été vraiment ridicules au niveau du terme de mobilisation, les dernières manifs nationales, etc.
Et donc ça se reflète bien sûr aussi au niveau des syndicats de la CNCF, avec la CGT toujours numéro 1, et il y a aussi Sudrail. Mais dans les faits, ça mobilise très peu de personnes, malheureusement, non pas dû au fait que les cheminots ne veulent pas se battre, mais ils ne reconnaissent plus dans les faits les syndicats comme un outil qui peut leur permettre de se battre. Ça, c'est un peu la vision générale qu'on peut, si on discute avec les collègues, beaucoup de collègues ont des avis négatifs du syndicat. Ce qui est, je pense, c'est important de prendre en compte si on veut pouvoir avancer, et de partir de pourquoi ils ont cet avis négatif, alors que le syndicat, c'est l'outil de défense qu'on a sur le lieu de travail pour se défendre face aux patrons. Alors, comment ça s'est reflété dans la dernière grève? Dans la dernière grève, ça s'est reflété, donc, comme j'ai dit, la direction a cherché à mettre en place le travail de nuit le dimanche. Donc, c'est un atelier, hein, donc il faut comprendre aussi les contraintes que ça a sur la vie de famille, etc. Et dans les faits, en fait, sur mon boulot, c'est la CGT qui est seule représentative, mais la direction de la CGT, en fait, n'a pas mis en place n'a pas mobilisé correctement les collègues pour pouvoir faire face à ça. Donc ils ont fait des négociations au niveau du dialogue social avec les rencontres CSE, etc. Donc c'est des dialogues, des réunions qui sont mises en place par la direction pour dire qu'on va mettre en place cette organisation. Ça, c'est une chose. Mais la réalité de mobiliser les cheminots pour lutter contre ça, va faire pareil pour une grève, une caisse de grève, possiblement un préavis de grève qui commence le jour de l'application de l'attaque, de l'attaque, etc. Ça n'a pas été fait. Donc ce qui fait que en fait on le relate dans l'article sur la grève. Donc le jour d'application le dimanche de la nuit de l'application de l'organisation, il n'y avait pas de préavis de grève prévu. Donc ce qui fait que en fait face à ce fait, les collègues sont partis. Et bien sûr, ils ne voulaient pas accepter cette organisation, ils ont posé le sac. Donc c'est parti en grève sauvage en ne respectant pas les 48 heures préalables qu'on doit normalement mettre en place. On doit se déclarer en grève 48 heures à l'avance. Donc bien sûr, c'est énorme anti. Alors, il y a des militants de Sud qui ont joué un rôle, non, pour initier. Oui, c'est vrai, ça c'est un fait. Notamment, il y a eu plusieurs tournées de militants cheminots de Sudrail, en fait, qui se sont rendus compte en fait qu'il y avait un vrai désaccord vis-à-vis de cette organisation. Et donc il n'y avait rien qui avait été mis en place non plus. Donc, ce qui a été mis en avant notamment par Sudrail, c'était l'expérience de Châtillon, la grève de Châtillon, il y avait 2019-2023, où c'est un autre technicentre où les cheminots étaient aussi partis en grève sauvage, et une grève longue. Donc ça c'était en 2023. Donc c'était avant la nouvelle série de défaites qui ont encore aggravé la condition des. C'est ça. Mais donc face au fait que il y allait avoir la mise en application de la réorganisation et qu'il n'y avait pas syndicalement, il n'y avait pas de préavis de grève. Le fait de partir, de répéter, de prendre l'exemple sur Châtillon, il y a un impact. Parce qu'effectivement, face à ça, il fallait lutter. C'était effectivement un exemple qui a été mis en application par les cheminots le dimanche. Et donc, ça c'est un peu le début de la grève où là, effectivement, faut bien comprendre, technicentre, c'est différents corps de métier avec ceux qui réparent les trains, qui sont spécialisés dans la mécanique, l'électricité. Et puis il y a aussi ceux qui conduisent les trains, qui mettent les trains, ça s'appelle les jockeys, qui mettent les trains sur telle ou telle voie pour que telle ou telle section de réparation puisse aller sur telle ou telle rame. Et il y a aussi le poste d'aiguillage. Et donc la nuit du dimanche, là, donc le poste d'aiguillage n'est pas ouvert le dimanche, là, la nuit du dimanche, mais l'ensemble des cheminots qui étaient sur place ont posé le sac. Et le lendemain matin, donc le lundi, l'équipe qui est venue relever l'équipe de nuit, ils ont par solidarité continué de ne pas reprendre le travail. Donc ça c'était vraiment important.
Et voilà, donc là c'était un peu comment a commencé la grève. Avec donc la revendication effectivement déjà la revendication principale c'était la non-application du dimanche de nuit. Et si c'était malgré tout le cas, d'avoir au moins des compensations financières et pas que ça passe comme ça sans contrepartie. Donc ça c'est vraiment important parce que depuis que moi je travaille au Technicentre, c'est la première fois qu'on, de façon vraiment massive, il y a un non net qui a été exprimé face à la direction. Ça c'est important parce qu'il faut bien comprendre qu'après des années où on subit, ça c'est une bonne chose que les collègues ils voulu se battre et qu'ils sont mis en mouvement. Quoi. Oui, parce que les dernières grèves à l'échelon national, en fait, ça a été un fiasco total. Absolument. Il n'y a rien qui a été arrêté. Absolument. Que ce soit les grèves appelées par les directions syndicales ou que ce soit le bloc Montou du 10 septembre, c'est un fiasco. C'est aussi une réalité. Ouais, ça a encore affaibli la puissance des travailleurs. Bon, alors, cette grève, c'est un premier pas. Alors, quel a été le rôle de la CGT dans cette affaire? Alors, comme j'ai dit, c'est parti en grève sauvage. Ouais. Donc, la nuit du dimanche, il n'y avait pas de représentant de la CGT. Donc, la nuit du dimanche au lundi, il y a des collègues qui ont été désignés pour être représentants, pour aller voir la direction. Par les grévistes, quoi. Par les grévistes eux-mêmes. Ouais. Et la direction a refusé de les recevoir tant qu'ils n'étaient pas représentés par une organisation syndicale. Et donc chez moi, aux Ardennes, c'est que la CGT qui est représentative. Donc c'est à ce moment-là que la CGT en fait, a été appelée par les militants, par les cheminots, les grévistes, qui viennent pour pouvoir lancer les négociations avec la direction durant la grève. Ouais, c'est lamentable. C'est-à-dire que les directions syndicales sur place étaient complètement extérieures à l'initiative du mouvement. Et alors que du côté des patrons, eux, ils étaient préparés en fait. Ils étaient préparés effectivement. Donc, par exemple, un exemple concret, c'était que dès le dimanche de nuit, donc ils s'attendaient à ce qu'il y ait au moins un refus de quelques cheminots, je pense. Ils ne s'attendaient pas à ce point-là, mais ils avaient préparé un huissier disponible le dimanche de nuit à venir et faire pression aux cheminots. Voilà. La menace, concrètement, c'est des sanctions disciplinaires et même qui peuvent aller très 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 loin. Donc, la direction était préparée à pouvoir faire une répression pour faire reculer les cheminots. Mais malgré ça, là, quand même, c'est important, les cheminots sur place ne sont pas laissés faire et ont maintenu la solidarité pour continuer. Alors, comment ça s'est organisé la grève? Parce que j'ai lu aussi ce que, par exemple, Révolution Permanente a publié, le NPAR aussi a publié un article dans Révolutionnaire. Donc, ils ont beaucoup insisté sur la question de l'auto-organisation, comment c'était ça, un acquis central de la grève, quoi. Et en fait, comment la grève s'est vraiment organisée sur place et comment est-ce que toi, tu vois les leçons qu'on doit un peu en tirer, quoi? La grève, en fait, c'est organisé par des AG en fait, de travailleurs suivant les travailleurs de matinée ou de soirée. À ma connaissance, il n'y avait pas d'AG sur les travailleurs de nuit, mais c'était des AG qui regroupent peut-être une quarantaine ou cinquantaine de cheminots. Sur combien? Il y a combien de personnes? Au total, je crois qu'il y a 300 à peu près. Sur plusieurs équipes. Donc pour chaque équipe, ça veut dire que c'était une proportion importante. C'était une proportion importante. Vraiment, la majorité des cheminots étaient en grève dans les ateliers en tout cas. Sur cette période-là, quand je viens dimanche, lundi, mardi, c'est dans les ateliers. Et donc, c'était discuté les revendications et un peu le problème avec ça, du fait qu'on n'avait pas, la grève était sauvage dans le sens là, donc il y a eu une organisation, mais c'était une organisation comme j'ai dit, par les équipes de matinée, de journée, etc.
Et donc, on discutait les revendications. Une délégation avait été choisie durant la discussion pour aller voir la direction. Et puis, on revenait une fois qu'on avait discuté avec la direction pour dire voilà ce qui était dit et qu'est-ce qu'on fait par la suite, quoi. Mais à chaque fois, donc, c'était entre 50 et 60 personnes dans l'AG. Donc, ce qui était vraiment important parce que c'était vraiment interservice, ce qui est vraiment rare en fait. C'est quasiment. Moi, j'ai pu discuter avec des collègues que je vois jamais, avec qui je peux jamais discuter du fait qu'on avait travaillé en décalé, on n'est pas dans les mêmes services. Et vous n'êtes pas dans la même section syndicale non plus, c'est ça? Aussi. Ah ouais, c'est terrible. Ouais. Aussi. Donc, oui, donc ça s'est passé comme ça, donc avec des AG, plusieurs AG quotidiennes, et à chaque fin d'AG, il y a un vote pour la suite sur qu'est-ce qu'on revendique, est-ce qu'on continue la grève ou pas, etc. Donc, ça s'est passé comme ça, et aussi à la question, au fur et à mesure que la grève continuait. On peut en revenir un peu plus tard, mais de comment mobiliser les autres secteurs, parce qu'il y avait par exemple le poste d'aiguillage n'était pas en grève encore à ce moment-là. Moi j'étais en congé, après j'étais en grève, mais il fallait aussi mobiliser le poste d'aiguillage, parce que si le poste d'aiguillage rentre en action, bien sûr ça va plus d'entrée. Donc c'était aussi ces questions-là, et puis aussi d'aller voir les collègues qui n'étaient pas encore en grève pour les mobiliser, pour les faire rentrer. Alors comment on pouvait organiser ça? Parce que l'auto-organisation, c'est bien, mais ça a permis, en tout cas, les AG constantes permettaient de stopper le cassage de la CGT, quoi. Mais comment est-ce que toi tu vois comment est-ce qu'on aurait pu améliorer les choses pour prendre en main la direction de cette grève Ce que moi j'avais essayé de mettre en avant auprès des collègues, c'était l'établissement d'un comité de grève, en fait, qui permettrait en fait d'avoir une direction de la grève, mais des grévistes, de ceux qui rassemblerait ceux qui sont syndiqués ou non syndiqués, et qui permet aussi d'organiser en fait concrètement la grève, et de chercher à l'étendre, peut-être même aussi mettre en place des piquets par la suite, etc. Mais dans le cas où on était, ça a demandé de continuer la grève et d'aller à un niveau supérieur. Donc c'est plus expliqué dans l'article pourquoi on n'a pas pu aller à ce stade-là. Mais ce qu'il faut comprendre, effectivement, donc, durant la grève, en fait, effectivement, la direction de la CGT locale, en fait, nous a fait un peu des croche-pattes à chaque étape, en fait. À plusieurs moments, ils ont cherché soit un peu à casser la grève, c'est scandaleux. Ou à accepter, quand on a eu des concessions par la direction, à accepter tout de suite les concessions, alors qu'il y avait effectivement, c'est clair qu'on pouvait obtenir plus et qu'il fallait continuer. À ce moment-là, il fallait continuer la grève, quoi. Donc un comité de grève, ça pourrait représenter un peu l'embryon d'une nouvelle direction syndicale, en fait. Parce que c'est ça qui est posé, non? C'est ça, parce que voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, on est arrivé Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? La grève a tenu 3 jours. Et 3 jours, on était... la majorité des collègues étaient en grève sauvage. Donc aussi avec la pression des sanctions. C'est vraiment quelque chose... C'est pas quelque chose d'anodin de partir en grève sauvage comme ça, parce que effectivement ça donne une possibilité à la direction de vraiment nous attaquer. Donc, ce qui était clé durant ces 3 jours, c'est de maintenir cette unité. Et ça, c'est une question importante pour aussi comment on avance. Si on n'a pas cette unité-là, on est beaucoup plus vulnérable vis-à-vis de la direction. Pourquoi je mets ça en avant? C'est parce qu'on est arrivé au mercredi, donc au 3e jour de la grève, cette unité commençait à vraiment s'affaiblir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte sur est-ce qu'on continue ou pas la grève. Donc, on a une majorité des collègues qui ont dit, vu les concessions qu'on a réussi à arracher à la direction, autant garder, être sûr de gagner ces concessions, avec en plus l'accord qu'il n'y avait pas de sanctions disciplinaires. Malheureusement, ils ont perdu les sous parce qu'en grève sauvage, on perd beaucoup plus d'argent que quand on est en
en grève illégale, on va dire. Mhm. Mais ça va être un élément crucial pour beaucoup de collègues pour dire on n'a pas de caisse de grève, ils ont perdu déjà pas mal d'argent, ont quand même obtenu des choses qui sont vraiment effectivement importantes. Ils ne se voyaient pas continuer. C'est là qu'on voit un peu peut-être un inconvénient à ce que la grève ait été spontanée sans direction presque. C'est qu'en fait, elle était plus vulnérable à cette situation. C'est ça. Et donc là, la question de continuer ou pas, c'est une vraie chose, c'était une vraie question à se poser. Donc, il y a une partie des collègues qui voulaient continuer, une minorité qui n'est pas négligeable, qui voulait continuer, parce que sentait effectivement. Parce que une chose qui est importante, c'est vrai qu'on sentait quand même notre puissance, parce que le site était quasiment à l'arrêt. Ce qui continuait, c'était les chefs qui nous remplaçaient, quoi. Donc ça montre aussi la puissance qu'on a, même au niveau local, qui produit les ouvriers, les cheminots. Quand il n'y a pas de cheminots, il n'y a rien qui circule. Donc, malgré même si on se fait remplacer, ça circule vraiment de façon très très limitée. Ça a un impact sur la ligne EC. Mais oui, le fait qu'on n'ait pas de caisse de grève, qu'on n'ait pas été organisé au préalable correctement, entre guillemets, mais ça fait qu'il y a des limites objectives qu'on doit prendre en compte si on continue. Et on ne peut pas dépasser juste comme ça par la force de la volonté. Le risque, c'est aussi de tout perdre. Ça, c'est une question. On aurait pu aussi. Que les cheminots se posaient, quoi. Beaucoup de cheminots se posaient. J'ai eu des discussions avec des collègues qui disaient ils hésitaient beaucoup, et d'autres qui disent je ne peux pas continuer. Donc. Oui, alors par exemple, les révolutions permanentes, ils ont beaucoup insisté là-dessus, et tout, il aurait fallu continuer, il y avait une ambiance pour ça, donc c'était beaucoup plus mitigé que ça, et en fait, c'est en partie parce que c'était un problème de direction, à ton avis, quoi. Oui. Je pense, c'est là on a des accords sur les leçons de la grève, en fait, parce que c'était ressenti par une majorité de cheminots qu'il y avait une certaine limite. Et si on pousse les cheminots à dire non, tu peux continuer, en fait, je pense qu'aussi les camarades de la Révolution permanente ou du BNPR qui avaient écrit un article, ils sont bien conscients que c'était pas la réalité. Et que, en fait, c'est pas. La question, c'est pas juste la grève, mais aussi la suite. Comment on va renforcer les cheminots sur mon site, mais plus largement les leçons, c'est aussi savoir, la leçon principale, en fait, c'est qu'il faut s'organiser, se syndiquer, et que le fait que la grève est partie en grève sauvage, qu'il y a eu cette limite-là, qui était difficile à dépasser, même pour les militants les plus volontaires, c'est dû au fait que les syndicats, la manière dont ils dirigeaient le syndicat sur place, n'est pas adapté à ce qui est nécessaire pour les cheminots, pour mener ces batailles-là qui sont nécessaires. Alors, qu'est-ce que tu dis aux militants, notamment ceux qui sont syndiqués à la CGT, face au cassage de leur propre dirigeant? Je pense que c'est important de remettre en question ce qu'a fait la direction de la CGT et de surtout, en fait, pas tirer la mauvaise leçon, de dire que le syndicat ne sert à rien. Malheureusement, j'ai quelques collègues qui étaient syndicats à la CGT qui ont déchirer leur carte. C'est la mauvaise leçon. Qui peut s'entendre, mais c'est aussi le cas c'est pour ça que les discussions post-grève sont importantes, pour montrer que le syndicat peut et doit être dirigé différemment. Bien sûr, ça demande notre direction, ça demande aussi comme un programme un peu, pour qu'ils cherchent à mobiliser plus largement par exemple les collègues qui sont intérimaires, qui ne sont pas au statut, les collègues aussi qui sont du nettoyage, qui sont aussi des cheminots, mais qui sont précaires et qu'il faut intégrer aussi dans les luttes, dans les prochaines luttes. Ça exige aussi de lutter pour leur intégration, qu'ils passent au même statut que... C'est ça. Mais ça demande... C'est une lutte dans l'intérieur du syndicat pour le renforcer. Et pour moi, ce qui est un peu assez clair aussi, parce que si on lit le compte-rendu, des accords aussi sur la question avec RP, c'est la question de l'auto-organisation qui est vachement mise en avant dans l'extrême gauche. En fait, l'auto-organisation, c'est vu comme un truc pour déborder la bureaucratie. Et on ne peut pas la déborder comme ça. Ça reste, même malgré le fait qu'elle ait été discréditée, la bureaucratie a toujours joué un rôle pour essayer de saboter. Donc ça veut dire qu'il faut une lutte pour, pour les directions, remplacer.
une grève, c'est une bataille. Donc, d'un côté, on a un adversaire, de l'autre côté, on a nos propres forces. Et si tu as des officiers qui sont de l'autre Voilà, côté. exactement. Voilà. Voilà. On ne peut pas avoir une direction qui soit des deux côtés. Hein. Ouais. Mais ça, il faut le faire comprendre. Mais c'est pas juste à attendre la prochaine grève, c'est aussi à travers le travail dans le syndicat au quotidien. Ouais. Ça va aussi mener le rapport de force au quotidien contre la direction. Parce que c'est clair que la direction va tirer les leçons de ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus. Ouais. Je sais pas si c'est... Ouais. Donc, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a aussi, tu m'as dit aussi, il y a beaucoup un certain nombre de travailleurs qui, du coup, s'orientent plus vers sud, en fait, face à... C'est ça, oui. Il faut se syndiquer, que ce soit CGT au sud, peu importe. La réalité, c'est que la division syndicale, qui est plusieurs syndicats, c'est déjà un problème. Ouais. Ça divise les... En fait, c'est un atout juste pour la direction, pour pouvoir diviser les travailleurs entre eux. C'est mieux un seul syndicat. C'est pas le cas pour l'instant, donc il faut partir de la réalité. Et notamment faire en sorte que les Sud et la CGT en fait travaillent ensemble pour une unité syndicale. Ouais. Bien sûr, ça veut dire pour qu'il y ait ça, il faut une autre direction, qu'ils comprennent que c'est une nécessité. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, Sud peut appeler grève tel ou tel jour. L'année dernière, on a eu le cas avec les grèves de mai, là, où Sud a appelé tel jour et la CGT a appelé pour les mêmes secteurs là, un autre jour. Donc ça, et ça, c'est vu comme normal en fait, dans le syndicalisme français, c'est vu comme une chose normale, démocratique. C'est utile uniquement pour le patron. Et aussi, on est divisé aussi, de façon absurde au niveau corporatiste. Et aussi au niveau des statuts, mais par exemple, moi je suis syndiqué, je ne suis pas syndiqué avec les collègues qui sont à l'exécution, je suis syndiqué avec les collègues qui sont maîtrise et cadre, ce qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que je ne suis pas syndiqué au même syndicat que mes collègues qui sont à l'exécution, qui travaillent au même endroit que moi. Ouais. Et par contre, dans ton syndicat, il y a des chefs qui ne devraient pas être dans le syndicat, en fait. C'est ça. Et ça affaiblit vachement le syndicat, parce que ça, c'est une lutte qui doit être menée plus largement. Ça, c'est une lutte qu'on doit faire. Ça, c'est une des luttes que doivent mener aussi les militants, je pense, dans l'extrême gauche, de refonder nos syndicats sur de meilleures bases. Ça, c'est une des bases. Il y a une distinction entre la direction et les gens qui font le boulot, les travailleurs. Y compris qui sont qualifiés, mais qui sont pas... Donc, on est le syndicat syndique des chefs qui vont mettre en application les réorganisations, les attaques qui sont mises en place par la direction. On ne peut pas avoir des pieds de deux côtés. Mais ça, c'est pourquoi c'est le cas, pourquoi les syndicats syndiquent les cadres, etc. Parce qu'ils sont dans l'idée de la co-gestion avec la direction. Bon, ça se voit à la SNCF, mais au niveau général des syndicats, ils ne comprennent pas. Nos syndicats, il n'y a pas de distinction de classe, en fait. En fait, qui est complètement... ça paralyse forcément la lutte ouvrière contre les patrons. Si la frontière entre ouvrier et patron n'avait pas clarifié, même dans la tête des travailleurs. Mais ça demande une lutte sur le long terme pour refonder les syndicats. Mais ça, c'est une question importante, effectivement. Donc je crois que ça donne un peu peut-être des perspectives, non? Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui se présentent sur comment on peut faire avancer cette lutte pour renforcer les syndicats et les unifier? Là, il y a des discussions, il y a des... je pense qu'il y aura des heures d'information syndicale par différents syndicats, etc. Là, c'est vraiment important qu'il y ait des discussions. Déjà, il y a eu plusieurs articles. Ça, c'est une très bonne chose, je pense. Il y a un autre article, l'article de bolchevique, j'invite à regarder aussi l'article de Révision permanente et des Ardoines, l'UNPR. En fait, c'est important aussi qu'il y ait des discussions à l'intérieur pour tirer les leçons et pour aussi clarifier les choses. Donc, nous, dans l'article du bolchevique, on explique nos désaccords avec la question de l'auto-organisation. Et ce serait bien aussi d'avoir d'expliquer que les autres que ces discussions-là à l'intérieur de l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche a plusieurs militants dans ces secteurs clés. Ça, c'est une première chose au niveau politique, de tirer les leçons. Au niveau du syndicat, c'est vraiment de mener la bataille pour syndiquer les collègues et les impliquer aussi dans le syndicat. Parce que le syndicat a du poids que si les cheminots sont dedans, en fait.
Ouais. Et on pourra gagner les collègues à ça s'ils voient que le syndicat peut être dirigé autrement. Je pense que c'était un peu durant les discussions qu'on a eues durant l'AG ou dans les grèves, c'est un peu un embryon du fait que, ok, il y a il y a des débats qui débats commencent, il y a voilà. des militants qui échangent. Voilà, c'est une rupture de la routine et Ouais. aussi de choses. Donc, on est dans un contexte mauvais. Tu as parlé au départ, au début du podcast, que la situation, montée de la réaction, la situation internationale avec l'appel aux Américains, etc., l'Iran, et puis au niveau national, la réalité, c'est que dans un an, on a de fortes chances que ce soit les RN qui prennent le pouvoir. Ouais. Voilà. Bien sûr, ça va rendre encore plus difficile la situation de la classe ouvrière. Et la question, c'est comment on va se mobiliser aussi contre ça au niveau. Bon, ça, c'est au niveau politique. C'est sûr qu'il y aura aussi des attaques contre la classe ouvrière au niveau de sa situation, etc. Est-ce qu'on va continuer ce qui a été fait depuis des décennies par les directions syndicales? Le dernier exemple, c'était le NFP. Que ce soit Sud ou la CGT a mené campagne pour le NFP. Et moi, je pense que tous les militants politiques qui sont dans les syndicats, ils savent qu'il y a un gouffre énorme entre nos collègues et la gauche, en général, et encore plus l'extrême gauche. Il y a une majorité qui soit sont dégoûtés de la politique, de ce qu'on propose de la gauche, et j'inclus aussi l'extrême gauche parce qu'ils ne voient pas ça comme une alternative, ou qui disent j'en ai marre du statu quo et je veux voter RN. Ça c'est quand même probablement un peu nouveau, non? Parce que chez les cheminots, le RN devait être assez faible pendant longtemps, j'imagine. Oui, je pense. C'est peut-être un secteur où il y aura plus d'abstentionnisme, mais je peux pas. Mais ne pas prendre en compte le fait que le RN a un poids et que ça va être c'est important aussi de ne pas tomber dans c'est des racistes ou des trucs libéraux, etc. C'est des gens qui en ont marre de ce. C'est ça, et il y a de quoi en avoir marre. Vu toutes les défaites que les attaques que les cheminots notamment. Donc ça, c'est aussi un des meilleurs moyens aussi de faire face à ça, c'est aussi de mettre en position les cheminots, mais plus largement la classe ouvrière, en position de pouvoir se défendre concrètement. Et voilà, on a une petite victoire, et il y a d'autres petites victoires aussi, mais qui comprennent que c'est à travers l'organisation de nous syndiquer et d'avoir une autre direction des syndicats. Il faut une unité des révolutionnaires pour chercher à donner une direction qui est une lutte de classe au syndicat. Je pense que le bolchevique, le dernier journal, l'explique très bien. C'est ça le rôle, en fait, je pense, des trotskistes qui sont là actuellement, c'est de pouvoir mettre en avant une alternative crédible, que ce soit dans les syndicats ou plus largement au niveau politique, à ce statu quo inacceptable, en fait. Et qui se traduit aussi au niveau des grèves, même locales. Ok. Bon, encore quelque chose à ajouter? Ouais, je pense que déjà, merci pour m'accueillir pour le premier épisode. Et j'invite vraiment les auditeurs à aussi regarder nos autres podcasts. Peut-être tu peux dire un autre mot. Moi, j'ai trouvé très utile d'avoir l'expérience des d'autres personnes de la classe ouvrière d'autres pays. Si vous parlez, on a des podcasts en français, en anglais. En anglais aussi, oui. Moi, j'ai entendu un podcast notamment sur l'automobile en Allemagne. Bon, c'est en anglais, c'est sur notre site, mais c'est vachement intéressant sur la situation là-bas. Voilà. Eh bien, peut-être on va rester là pour aujourd'hui. Alors, merci Emmanuel, merci beaucoup pour ton intervention.